Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà des gens. Bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, on a de la chance. Pour les gens qui sont à Paris, il fait beau, il y a un beau soleil. Bonjour Lucas. Là, je vous propose peut-être attendre quelques minutes de plus pour que d'autres gens se connectent. On a eu pas mal d'inscrits pour ce webinaire. Le sujet est effectivement très intéressant. Donc, on les attend avec impatience et après on pourra démarrer. Je vois que le chat est déjà animé. Bonjour à tous. Je reconnais aussi des utilisateurs de la plateforme. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, gros sujet, les assistants IA. On a beaucoup travaillé sur ça, donc moi je suis ravi de vous introduire au sujet. Mais il y a des équipes techniques qui sont vraiment géniales, qui travaillent sur ce sujet. Donc aujourd'hui, vous le présenter, ça me rend vraiment heureux. « 11h02, on attend encore quelques minutes, et puis on démarre. De toute manière, l'événement est enregistré, donc si jamais vous en avez besoin pour le revoir, pour le partager, n'hésitez pas à nous faire un petit message. Bonjour Adrien, bienvenue. Je pense que parmi les participants, il y a des gens un peu de partout en France. Alors, Gilles demande, normal que l'écran soit noir. Normalement, non. Est-ce que les gens voient le premier slide? Normalement, il y a le premier slide qui s'affiche. Sébastien le voit, très bien. Oui, il y a beaucoup de monde. Ok, ça doit être un problème du coup. Peut-être sortir du webinaire et rentrer à nouveau. Ça peut résoudre le problème. Et sinon, là, dans une petite minute, on va démarrer. Noir, mais avec slide. OK. Écran noir, ça veut dire que vous ne voyez pas ma tête ou vous ne voyez pas le slide. Ah, Gilles dit OK, mieux. Ok, bah, Gilles dit que tout est bon. Je ne sais pas si aussi Paolo, Anne, vous aussi vous avez réussi à résoudre. Si c'est bon pour vous, on démarre. Ah, Bertrand dit écran noir et pas de son. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes techniques de. Peut-être vous pouvez sortir, pour les gens qui ont des problèmes, vous pouvez sortir et rentrer. Par contre, s'ils ne sont pas de son, ils ne vont pas m'entendre. Peut-être un petit message dans le chat pour débaguer la situation. Et sinon, on va démarrer. Il est 11h05. De toute manière, le webinaire, comme je le disais, il est enregistré. Anne dit pas de son ni d'image. C'est un peu bizarre. Je pense que ça doit être peut-être le navigateur de chaque personne qui.
Ok. Je vous propose de démarrer. Je suis vraiment ravi de vous retrouver lors de ce webinaire. Je reconnais dans la liste déjà des clients, des utilisateurs. Donc, merci d'être là pour cette présentation des nouveautés 2025. Je vois aussi des gens que je ne connais pas encore, donc au plaisir d'échanger avec vous également. Vous avez en bas à droite l'onglet pour poser des questions, donc surtout n'hésitez pas. On va prendre les questions à la fin de la présentation, donc on a une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes à disposition pour éclairer vos doutes et répondre à vos questions également. Je vais commencer par me présenter très très rapidement. Moi, je suis Ricardo Cocci, chef de produit chez As for the Moon. Donc moi, à la base, je suis ingé. J'ai un petit accent parce que je suis italien. Je suis diplômé de l'école d'ingé de Rome. Et puis, j'ai commencé ma carrière et je continue ma carrière en France, où il y a vraiment beaucoup d'industries et tout ça. Ça m'a toujours passionné, tout ce qui est ingénierie critique, ingénierie complexe. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné mes études sur une thèse où c'est des l'IA appliquées à des cas d'usage industriels. C'était une thèse financée par EDF. Et puis, voilà, j'ai enchaîné un peu dans le conseil, dans le service, jusqu'à rejoindre As for the Moon. Donc voilà, nous, chez As for the Moon, on essaie vraiment de comprendre les cas d'usage métier et d'y apporter une solution par les nouvelles technologies, donc notamment par l'IA générative. Donc c'est l'IA qui prend en continu à l'entrée et en génère en sortie. Ça va être de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on va passer les slides ensemble, qu'on va dérouler la presse. Si ça vous va, on peut démarrer le sujet du jour qui porte sur nos assistants IA. Donc, pourquoi on les a fait et qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur. Donc, ce qui se passe, c'est que on a compris au fur et à mesure des années que l'IA générative, donc cette nouvelle technologie qui a émergé récemment, peut être mise au service du savoir-faire industriel. En fait, dans les grosses boîtes, dans les groupes industriels, on a toujours ce problème de comment on partage une connaissance qui est toujours à jour. Et en fait, l'IA générative, si utilisée de la bonne manière, elle permet en fait d'avoir un service, une utilisation qui est fiable, qui est collaborative dans le cas de As for the Moon, parce qu'on met l'humain au centre, et surtout sécurisée, où à la fois la donnée et l'info qui est partagée au sein de l'entreprise est fiable et sécurisée. Donc, on a déjà énormément de gros acteurs de la filière industrielle française qui nous font confiance. Là, ici, vous voyez quelques logos. On voit EDF, Framatome, Airbus, SNCF, etc. Et c'est grâce à eux qu'on continue à progresser parce qu'ils nous font beaucoup de retours. Il y a beaucoup d'échanges entre les équipes de Ask et les clients. Et c'est ça vraiment notre point de force, bien comprendre leurs cas d'usage industriel et pouvoir les résoudre grâce à ces nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, on parle de l'assistant qui permet effectivement de diffuser facilement l'expertise au sein du groupe, au sein de business unit, d'un service, d'une équipe, etc. Donc, on a vraiment des échelles diverses et variées. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous faire un petit cas d'usage sur un sujet qui me parle beaucoup. Moi, à la base, je suis ingénieur nucléaire. Donc là, on parle d'un cas d'usage sur l'assainissement nucléaire. Donc, pour les gens d'entre vous qui ne connaissent pas le sujet, je vais vous faire une petite introduction. Mais ce qui est vrai en général, et pas que sur ce cas d'usage spécifique, c'est que les experts dans les boîtes, notamment chez nos clients, ils ont un peu de mal parce que très souvent, ils répètent la même chose. Donc, il y a une question qui revient assez souvent. Ça peut être même dans la même journée, dans la même semaine, dans le même mois, dans la même année. Donc, vous voyez, il y a échelles de temps qui sont différentes. Et en fait, là, si on prend l'exemple de Paul, qui est un référent technique dans un bureau d'études,
En fait, il y a plusieurs ingénieurs qui sont plus juniors que lui, qui se tournent vers lui pour poser des questions. Et donc, Paul, ça veut dire il est sous l'eau par rapport déjà à la quantité de charges de travail qu'il a à faire pour lui. Et en plus, il a tout un tas de questions et de problèmes techniques qu'il doit résoudre pour les autres. Donc, on lui pose toujours les mêmes questions. Quand il produit de la doc, ça peut être des guides, ça peut être des référentiels, etc. Il n'y a personne qui lit ces documents, parce qu'il faut être franc. Et effectivement, quand il y a des documents, surtout des documents costauds, les gens ne vont pas aller les lire. Ils préfèrent demander, avoir tout de suite la réponse. Et en plus, il doit résoudre des problèmes qu'on aurait pu s'éviter si les gens avaient lu la doc. Donc, vous voyez, il y a un peu ce double problème qui est originaire en fait de la même racine, c'est-à-dire le savoir-faire industriel est mal partagé au sein des sociétés. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, Paul, qui est utilisateur de Ask for the Moon, il peut aller créer son assistant en quelques clics et avec une trentaine de son temps, une trentaine de minutes, une heure de son temps, il peut avoir un assistant qui l'aide à partager son savoir-faire à lui. Donc, encore une fois, on ne parle pas d'une IA générative qui a englobé du savoir-faire et qui le partage au sein des gens, mais c'est un expert qui met son savoir-faire à lui au sein d'un assistant et l'assistant l'aide à le partager. Donc, encore une fois, la valeur de la solution Ask for the Moon n'est pas donnée par l'IA générative, mais par l'expert qui utilise cet outil qui est très puissant et qui peut l'aider à se décharger. Donc, faisons une petite démo. Moi, aujourd'hui, j'ai préparé une petite instance de démo que je vais vous partager tout de suite, qui va vous montrer un peu à quoi ça ressemble notre assistant. Donc, je partage, désolé, je dois désactiver et réactiver. Donc, là, je vous montre, voilà, il est là. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, là, c'est une plateforme que j'ai créée exprès pour notre démo à nous. Donc, ici, vous voyez, d'habitude, Ask for the Moon est une Mac blanche. Donc, on prend toujours, le logiciel est toujours déployé chez le client avec le nom du client. Donc, chez Framatome, on va trouver Ask Framatome. Chez Airbus, on va trouver Ask Airbus, etc. Donc, là, c'est juste une instance de démo qu'on a créée pour le webinaire d'aujourd'hui, donc Ask Acme. Et vous voyez ici, il y a plusieurs éléments. Alors, il y a déjà notre page d'accueil. Vous voyez, c'est l'accueil ici, où on a des espaces de déployer. Donc, l'espace, c'est effectivement un expert ou plusieurs experts sur un sujet qui déploie un espace qui peut l'aider pour son cas d'usage, donc sa mission au sein de la boîte. Donc, on a les RH qui ont créé leur espace pour répondre aux questions RH. Le département légal qui a créé l'espace droit du travail pour répondre aux questions du droit du travail. Et puis, on a l'espace qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est l'espace assainissement. Et puis, voilà, il y a plusieurs questions qui ont été posées sur la plateforme. Donc, à la limite, je peux même voir toutes les questions qui sont posées dans la société. Donc, ici, vous voyez aussi d'autres petits boutons. Vous voyez, donc, on a une nouvelle discussion si un expert il veut mettre un document, lui, et chatter avec. Donc, ça peut être très utile pour récupérer des infos d'un gros document ou pour réélaborer des infos, par exemple, pour écrire un nouveau paragraphe ou pour générer un mail envoyé à quelqu'un, etc. Donc, c'est une utilisation classique d'IA générative. Il peut également générer des questions. Donc, il va sélectionner, par exemple, un document de sa bibliothèque privée que je vais vous présenter par la suite. Et sur la base de ça, générer automatiquement des FAQ. Donc, lui, il sait un peu c'est quoi les sujets récurrents, surtout chez les juniors, etc. Donc, ce qu'il peut faire, c'est prendre le document, générer des questions-réponses et les publier à l'échelle de partout pour que ces pièces d'infos soient récupérables par tout le monde. Et puis, on a cet onglet-là, qui est l'onglet Mes sources, qui est la bibliothèque personnelle de l'expert. Donc, l'expert ici peut mettre tout ce qu'il veut. Tout est privé pour lui. Et après, c'est à lui de décider quelle source aller partager dans quel espace. Donc, c'est toujours l'expert, encore une fois,
qui a la maîtrise complète de ses assistants. Donc là, par exemple, moi, j'ai déjà téléchargé 2 documents qu'on va utiliser pour la démo, mais je vous propose de télécharger un 3e document ensemble pour voir comment ça marche. Donc là, par exemple, je clique sur « Ajouter ». Donc, j'ai un guide de l'autorité de sûreté nucléaire que je veux rajouter. Donc voilà, je le charge au sein de la plateforme. Et là, j'ai plusieurs métadonnées que je peux renseigner. Et c'est des métadonnées qui vont guider l'assistant pour aller retrouver la bonne information au sein du document à utiliser pour générer la réponse de l'utilisateur qui interagit avec l'assistant. Donc là, par exemple, je peux renommer le document. Ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, assainissement des structures. Tag, je peux aller le taguer avec les sujets qui sont traités au sein de ce document-là. Donc, par exemple, là, c'est assainissement. Auteur, je peux aller mettre, par exemple, les auteurs du guide. Donc là, on a Caroline Vienne et on a Sophie Dubois. Et puis, je peux mettre aussi un lien vers ce document-là. Donc, ça peut être un lien vers la GED ou, si c'est un document public, aussi vers, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, les J-France, etc. Je peux aller mettre le lien vers ce document-là. Et puis, si j'en ai envie, aussi une petite description. Encore une fois, tous ces métadonnées qu'on demande, c'est des métadonnées qui sont utilisées par l'assistant pour mieux encadrer le document. Donc, disons que ça suffit. Donc, voilà, je l'ajoute. Mon guide, il est là. Donc, encore une fois, ces sources sont des sources privées, des sources qui restent à l'expert. Il n'y a que l'expert qui peut les voir, les modifier, les supprimer, les lire, etc. Donc, maintenant, moi, je suis l'expert. Je vais dans mon espace. Donc, vous voyez, quand il y a cette petite icône, ça veut dire que l'espace est géré par vous. Donc, voilà, assainissement. Il y a déjà 3 experts dedans. Il y a Caroline Vienne, Sophie Dubois, Paul Nicoletti. Donc, dans ce cas-là, c'est moi. Et si je vais dans source, je peux ajouter mes sources. Donc, vous voyez, je clique sur ajouter et j'ai ma bibliothèque personnelle qui s'affiche. Donc, encore une fois, c'est l'humain qui décide quelle source de connaissances aller partager au sein d'un espace, donc au sein des utilisateurs de l'espace. Donc là, voilà, moi je prends les 3 parce que les 3, ça m'intéresse et je peux les ajouter. Donc, vous voyez, ces 3 sources ont été ajoutées, toujours par moi. Et ici, vous voyez, j'ai la date aussi d'ajout, ou qui peut être changée aussi s'il y a un versionnage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans mon onglet assistant, je peux aller chatter avec, voir si la qualité de cet assistant est au taquet. Donc, je peux valider mon assistant avant de le publier à tout le monde. Et ça, encore une fois, c'est l'humain qui décide à quel niveau son assistant doit être. Et s'il n'est pas au niveau, il continue à l'utiliser pour que l'assistant comprenne vers où il faut qu'il converge. Et également, nous, on est toujours très disponible pour les gens qui veulent nous faire des retours pour pouvoir toujours améliorer cette qualité. Donc, disons que l'assistant, il est bon, je peux cliquer sur le bouton publier. Donc, vous voyez, je veux publier, partager le savoir-faire de assainissement et valoriser votre expertise à travers Ask-Acme. Donc, voilà, je publie. Et voilà, l'espace a été publié sur Ask-Acme. Donc, cette fois-ci est partagé. Donc, tout le monde au sein de la société, il pourra voir dans la page d'accueil l'espace assainissement et aller poser des questions. Donc, comment ça marche? Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assistant est un outil d'un expert, d'un humain. Donc, je dois réactiver le partage. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Paul qui a créé son espace qui peut l'aider, qui peut lui faire gagner du temps. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne du temps. Il ne doit pas se répéter toujours à une échelle de temps sur les mêmes réponses, parce qu'il faut se le dire de manière honnête. Les juniors, surtout, posent toujours les mêmes réponses. Comment je peux faire ci? Comment je peux faire ça? Et surtout, il garde le contrôle sur ce qu'il partage. Il y a des sources qui montent en version, il les fait monter en version. Il y a des sources qu'il faut supprimer, il peut les supprimer. Il y a des documents qu'il faut ajouter parce qu'ils sont en compte que les gens se posent des questions sur méthodologie, donc le guide de méthodologie, il faut l'ajouter. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est que déjà, il met en valeur ces documents qu'avant, personne n'allait lire.
voilà. Et surtout, comme c'est l'expert de l'espace, et donc il est reconnu comme maître de cette information-là, bah, il est reconnu aussi à l'échelle de la boîte pour son expertise. Donc, vous voyez, les assistants mettent en valeur à la fois les humains et la production de connaissances explicites qui a été produite par ces humains-là. Donc, maintenant, l'assistant est créé. Donc, on peut accélérer l'accès à des réponses pour d'autres personnes. Donc, pour le coup, par les utilisateurs, dans notre cas de AskAcme, mais pour les ingénieurs d'Airbus sur AskAirbus et les ingénieurs d'EDF sur AskEDF. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, un client me commissionne une étude. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait un local où à l'intérieur, il y avait des matériaux radioactifs. Donc, ces matériaux radioactifs ont contaminé les murs du local, de la pièce. Et donc, en fait, il faut aller assainir la pièce. Assainir, ça veut dire qu'on fait tout un tas de choses qui enlèvent la radioactivité de la pièce pour qu'elle puisse être réutilisée, le bâtiment, la structure puisse être réutilisée pour d'autres fins. Donc, il y a des travaux à prévoir. Avant de faire les travaux, bah, on commissionne une étude pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire et dans quel temps à un bureau d'études. Donc, c'est un cas classique d'études à réaliser. Donc, on a le client qui nous donne, voilà, il y a un cahier des charges, il nous fait des spécificités, des specs techniques. Et son objectif au client, c'est de déclasser le local après l'assainissement. Donc, on fait les travaux d'assainissement et après, on déclasse le local pour le réutiliser. Donc, moi, je suis ingénieur en bureau d'études. Mon client me demande de calculer l'épaisseur de béton à retirer. Donc, vous voyez, il y a du béton dans les murs. Bah, il faut en retirer N centimètres. Et N, c'est vraiment ce qu'il me demande le client. Ça fait combien N? Pour pouvoir retirer la contamination des parois. Donc, bah, moi, je suis ingénieur junior. Ça se trouve, je viens de sortir d'école. J'ai de base en génie nucléaire, mais quand même, ça, c'est vraiment un cas très pratique et recourant. Donc, j'ai besoin d'aide. Donc, Max en prendra son exemple. Et lui, en fait, il doit répondre au cahier des charges du client. Et là, 3 trucs à éclairer. 3 questions. Donc, déjà, il doit justifier techniquement les épaisseurs à étirer. Donc, il doit les calculer, les justifier auprès de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il doit conseiller sur la stratégie de déclassement et il doit calculer également le seuil d'activité résiduelle à viser après assainissement. Comme ça, on peut déclasser le local et le réutiliser. Donc, l'objectif du client. Maintenant, Max, il est là depuis 3 mois. Il connaît quelqu'un, mais il ne connaît pas tout le monde. Il ne connaît pas le métier parce qu'il doit monter en compétences. Et donc, il a plusieurs pain points. Donc, le premier, c'est qu'il ne sait pas forcément où chercher. Donc, on a un GED en bureau d'études. Il y a des milliers de documents. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit aller chercher et où aller le chercher. Parce qu'il faut aussi savoir se poser des bonnes questions. Et quand on est junior, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Il ne sait pas forcément à qui demander. Donc, s'il a un collègue qui a fait plus ou moins la même étude à côté, bah, il demande. Si le collègue est à Lyon et lui, il est à Tours, bah, il ne va pas forcément le connaître. Et surtout, tout ce qui est guide et référentiel, donc tous les documents qu'il faut utiliser pour aller faire ses calculs, bah, sont longs et sont complexes. Donc, quelqu'un qui se retrouve avec un guide de l'autorité de sûreté nucléaire de 1000 pages, bah, il est vite paumé. Et donc, au lieu d'aller déranger, par exemple, un référent technique, bah, il peut déjà tout d'abord aller dans l'assistant qui a été conçu par le référent technique et interagir avec lui. Et donc, c'est ça le but de cette deuxième partie de démo, c'est-à-dire comment Max il peut retrouver la bonne réponse. Donc, encore une fois, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'écran, donc partager, voilà. Donc, là, ce que je vous montre, c'est le point de vue de l'utilisateur. Donc, vous voyez, un utilisateur, ce n'est pas un expert. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a des fonctionnalités manquantes, mais c'est fait exprès. Ça veut dire quoi? Déjà, un utilisateur, il n'a pas besoin de sa bibliothèque personnelle parce qu'il ne doit pas partager le savoir-faire. Lui, il doit consommer le savoir-faire. Il ne doit pas générer des
des FAQ, parce qu'il n'est pas expert, ni générer des nouvelles discussions. Donc, lui, ce qu'il peut faire, c'est que dans sa page d'accueil, vous voyez, là, il a déjà interagi, là, il y a des sessions, il a déjà interagi avec les espaces droit du travail et RH, mais là, il a une question sur assainissement. Donc, vous voyez, là, il y a des questions, il y a des experts, il y a des sources. Lui, il est intéressé par retrouver les réponses à ces questions. Donc, par exemple, lui, il dit, je dois calculer, c'est son étude, l'épaisseur de béton à retirer pour assainir un mur en ZPPDN. Et c'est un langage technique, ça veut juste dire zone à production possible de déchets nucléaires, parce qu'on retire le béton c'est un déchet nucléaire. Et du coup, est-ce que il y a une méthode pour le faire? Voilà. Vous voyez, ça c'est une première question qui génère du coup, vous voyez, il y a toujours un historique qui est gardé. Donc là, par exemple, là, c'est la session d'aujourd'hui, 17, il y a calculé l'épaisseur du béton. Et effectivement, lui nous dit, écoute, l'assistant génère une réponse. Donc, il va piocher dans toutes les infos, à la fois dans les sources documentaires et dans les QA qui sont déjà présentes sur la plateforme, donc à la fois dans la connaissance explicite et tacite. Il génère une réponse et nous dit, tu peux retrouver la réponse dans à la page 10 de cette source-là. Et il y a également, à la fois, les deux personnes qui sont les auteurs de la source. Donc, à la limite, si j'ai davantage de questions et l'assistant ne sait pas me répondre, je peux m'adresser à eux. Donc, ici, je peux faire un retour avec un pouce en l'air, un pouce en bas. Je peux à la limite partager cette réponse pour avoir vraiment une validation humaine, parce qu'il y a des experts qui sont notifiés et qui peuvent valider la réponse de l'assistant, ou sinon, je peux continuer. Donc, là, par exemple, disons, une fois cette épaisseur retirée, dois-je prévoir un contrôle radiologique en fond de décaissement ou avant le déclassement. Donc, deuxième question qu'il se pose pour expliquer sa méthodologie, justifier sa méthodologie à l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et là, encore une fois, l'assistant, il prend la question et il va piocher à la fois dans les sources qui ont été partagées par les experts et les QA, donc la connaissance tacite qu'on a explicitée sur la plateforme Ask Acme. Donc là, encore une fois, il dit, oui, il faut prévoir ça et ça. Tu peux te renseigner auprès des pages 19 et 20, toujours de la même source. Et puis, troisième question, et là, il y aura une surprise. Donc, quelle est la valeur seuil d'activité? Donc, vous vous rappelez, c'était la troisième question du client. Résiduel, voilà, résiduel, que je dois viser dans cette zone pour la considérer compatible avec un usage libre. Donc, l'assistant, il fait pareil, il va chercher dans la connaissance tacite, dans la connaissance explicite, et il va me générer une question, une réponse toujours sourcée. Mais attention, l'assistant n'a pas trouvé la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne peux pas répondre à la requête pour le moment car il me manque des informations sur le seuil de valeur spécifique pour l'activité résiduelle qui est compatible avec le drainage. Donc, il me propose de poser la question à mes collègues. Donc, vous voyez, il y a l'assistant qui n'hallucine pas, mais qui me incite à faire progresser le savoir-faire. Donc, je peux générer du coup ma question. Quelle est la valeur seuil d'activité résiduelle à viser dans cette zone pour la considérer compatible avec un sol libre? Donc là, encore une fois, je peux taguer, par exemple avec le tag assainissement, et aller la publier. Si je fais ça, vous voyez, la question a été publiée sur Ask Acme, donc je peux même l'ouvrir. Et ici, vous voyez, j'ai ma question qui a été publiée au centre de l'espace. Et il y a, sur la base du texte et des tags, notre IA va notifier les experts de la boîte qui peuvent répondre à cette question. Donc, comment ça marche ça? Alors, très rapidement, je change de
je change, voilà. Alors, partager. Je vous montre comment ça marche. Donc, alors, on y est. Donc, là, vous voyez, ça, c'est la question qui a été posée par Max. Donc, moi, je suis encore une fois le référent technique assainissement. Je suis notifié par l'IA, par mail et aussi dans l'application. Donc, je peux répondre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je peux générer déjà une première réponse. Il n'y a pas de valeur, effectivement, seuil unique imposé par les autorités. Voilà, pour qualifier une zone en usage libre. Donc, ça, c'est ma réponse de expert. Donc, maintenant, il peut y arriver plusieurs choses. C'est-à-dire que je peux avoir d'autres experts qui ont été notifiés et qui, finalement, peuvent valider ou invalider ma réponse. Donc, là, par exemple, si on prend l'expert d'une directrice technique, donc je repartage l'écran. Voilà. Donc, cette directrice technique, elle voit que Paul a répondu, c'est un référent technique. Et en fait, Paul, il n'a pas été vraiment précis. Donc, en fait, ce qu'il peut faire, c'est déjà remercier, valider, etc. Mais il peut surtout aller invalider la réponse de Paul. Donc, vous voyez, l'humain est toujours gardé au centre des interactions. Donc, il y a Caroline qui a invalidé la réponse de Paul et elle apporte une réponse avec plus de détails. Elle peut dire « Hello, il faut aller consulter la méthode ASN XXX. » Voilà. Tu pourras ensuite calculer ton critère. D'ailleurs, elle peut dire aussi une chose. Elle peut dire, en fait, elle aussi, elle est experte, on l'a vu tout à l'heure, de l'espace. Donc, elle peut dire je vais ajouter la méthode à l'assistant, tu pourras essayer à nouveau par la suite. Donc, encore une fois, et là, l'expert, il s'est rendu compte de quoi? L'expert, il s'est rendu compte qu'il y a un trou de connaissances par rapport à cette méthode, et donc, c'est intéressant d'aller mettre cette méthode dans l'assistant pour que l'assistant, la prochaine fois, il réponde plus « je ne sais pas », mais déjà, il est une méthode qu'il peut suggérer à l'utilisateur. Et en plus, vous voyez ces échanges-là, une fois que la réponse de Caroline a été validée, intègre la base de connaissances de l'assistant. Donc là, par exemple, moi, je vais, avec un autre compte, valider la réponse de Caroline. Donc, si je réfléchis la page, vous voyez, il y a Sophie Dubois qui a validé la réponse de Caroline. Donc, vous voyez, là, on a vraiment le fil de réponse, mais il n'y a que les réponses validées qui s'affichent en haut. Et donc, ce nouveau couple de questions de Max et réponses de Caroline qui est validé par d'autres pairs, par d'autres experts, intègre la base de connaissances de l'assistant que désormais, s'il y a une nouvelle question relative à ce calcul de seuil d'activité résiduelle, il va remonter les sources, il va proposer la nouvelle méthodologie qui a été ajoutée par l'expert de l'espace, donc notamment Caroline, et il va remonter également les QA similaires, donc c'est par exemple ce couple de questions-réponses qui date d'il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans, et qui peut effectivement aider et guider l'utilisateur. Donc, le plus on utilise les assistants, le plus les experts peuvent monter en compétences, comprendre où il y a des problèmes de connaissances au sein de leur équipe, au sein de la société. Et au fur et à mesure, l'assistant monte de plus en plus en compétences et il enrichit sa base de connaissances à lui.
Donc, c'est très important également toujours de valider. Et encore une fois, ça, c'est encore une fois pour souligner le fait que l'IA générative est juste un outil. L'IA générative ne remplace personne, mais on peut aider les bonnes personnes, donc notamment les experts, les responsables, les référents techniques, les managers d'équipe, etc., les chefs de projet, à partager la connaissance d'une manière très, très fiable, vraiment rapide et surtout validée par d'autres humains. Et c'est un outil pour faire gagner le temps à tout le monde, faire gagner du temps aux experts qui doivent plus se répéter, mettre en valeur leurs docs et leurs personnes, et également faire gagner du temps à tous les utilisateurs de l'assistant, des assistants, qui utilisent pour avoir des réponses immédiates et fiables. Donc voilà, ça c'est vraiment sur quoi on travaille jour par jour avec toutes nos équipes. Et je vois qu'il y a également énormément de réponses dans le chat. Je vais juste terminer très très rapidement ma presse, mais il reste vraiment quelques slides. Et puis, on fera la place aux questions. Donc, vous voyez, là, la démo, on l'a faite. Comme j'ai dit, on gagne du temps, les utilisateurs, ils évitent des erreurs en accédant à des réponses fiables et surtout, ils montent en compétences plus vite parce qu'en fait, ils peuvent démarrer autant de discussions qu'ils veulent et ils peuvent explorer plusieurs sujets en parallèle, toujours de manière fiable et sourcée. Donc, moi, je vous remercie. Comme je vous ai dit, je me ferai un plaisir à répondre à vos réponses, à vos questions, pardon. Et j'espère que la presse vous a plu. Alors, si vous voulez poser des questions, c'est le bon moment. Il nous reste une dizaine de minutes. Si vous avez des questions par rapport au slide, à ce que je vous ai montré, si vous avez des idées en tête, par exemple, vous aurez besoin de nouvelles fonctionnalités ou vous voulez même connaître vers où on va. Donc, s'il y a quelque chose qui est déjà prévu dans notre roadmap produit, n'hésitez surtout pas parce que ça peut être vraiment, ça peut générer des bels échanges, quoi. Ah, j'ai déjà des questions? Ok. Ah oui, à l'onglet questions, pardon. Donc, Boris nous demande quels formats de documents sont indexables pour des réponses fiables. Alors, pour l'instant, ce qu'on accepte, c'est des documents en format PDF. Par contre, on dédie vraiment ce mois d'avril et le mois prochain, le mois de mai, pour pouvoir accepter davantage de formats, donc notamment des Excel, des docs, des PowerPoint, etc. Parce qu'on a conscience que la connaissance explicite ne se passe pas que par des documents PDF, mais il peut y avoir aussi des Excel, des présentations. Très souvent, par exemple, des formations sont données en format PowerPoint. Donc, pouvoir enrichir l'assistant avec des formations en format PowerPoint, ça pourrait être vraiment très, très intéressant. Et du coup, en fait, on travaille avec nos clients. Surtout, on a énormément de power users qui nous aident sur définir des nouvelles fonctionnalités parce qu'on se rend compte que c'est une demande courante chez les clients et c'est pour ça qu'on a décidé de la faire passer en priorité dans notre roadmap de futur développement. Donc voilà, on y travaille et ce sera bientôt prêt et partagé aux clients. Après, on a une question de Nicolas. Seuls les experts notifiés peuvent répondre ou tout le monde peut le faire? Alors, on est une plateforme collaborative. Ça veut dire que on part du principe que tout le monde peut être expert d'un sujet ou plusieurs sujets. Donc, il y a la question, elle est posée. Notre IA identifie le sujet de la question avec l'aide des tags énormément également. Et puis, grâce à une cartographie des connaissances qu'on va établir au lancement de la plateforme, on a plusieurs utilisateurs, peu importe s'ils sont experts ou pas, qui sont notifiés. Donc, ces utilisateurs notifiés, ils peuvent apporter un élément de réponse. Donc, même s'ils ne sont pas flagués en tant qu'experts, ils peuvent répondre. Parce que, par exemple, ils peuvent dire « Ah, moi, il y a 5 ans, j'ai fait un truc qui est similaire. Bah, voici le lien vers la JED pour aller consulter mon cahier d'études, par exemple. » Après, on a Drian, j'espère que je prononce bien ton prénom. Est-ce que l'outil est capable de comprendre la documentation écrite dans une autre langue, notamment en anglais? Oui, tout à fait.
Donc, nous, on utilise des modèles qui sont des modèles multilangues, donc tout ce qui est en espagnol, en italien, en anglais, tout passe parfaitement par notre moteur IA. Et surtout, vous voyez, quand vous interagissez avec l'assistant, vous posez une question. L'assistant comprend dans quelle langue aller répondre. Donc, il passe tous ses sources documentaires et les QA. Pour lui, les langues, c'est vraiment transparent. Donc, il comprend tout le contenu et ensuite, il va répondre dans la même langue dans laquelle la question a été posée. On a Nicolas. Bonjour Nicolas. Peut-on pointer directement une arborescence documentaire sur un SharePoint? Alors, on a étudié notre architecture pour que ce soit à 100% compatible avec un SharePoint. Donc, il suffit de brancher un connecteur pour pouvoir les récupérer, toutes les documentations, tout ad hoc au sein d'un SharePoint dédié et l'importer et également la distribuer au sein des différents assistants qu'on peut retrouver sur la plateforme. Après, on a Boris. Alors, Boris, bonjour. Sur une base documentaire d'un expert de 200, 300, 400 documents, l'outil gère-t-il les conflits de versionning? Un expert n'a pas forcément en mémoire qu'il y a un an, il a déposé une version antérieure. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse est que pour déployer un assistant, on peut le faire dans un premier instant, où l'expert, il téléverse les documents et c'est à lui, donc c'est dans ses responsabilités, de faire monter en version un document quand le document monte en version ailleurs, par exemple dans un GED ou dans un PLM. Maintenant, ça c'est un peu la solution court terme. Après, effectivement, ce qu'il faudrait envisager, c'est de développer un connecteur bidirectionnel avec une GED pour que si un document qui monte en version dans la GED, il monte automatiquement en version également dans l'espace de l'assistant. Donc ça, c'est quelque chose que techniquement est possible à réaliser. Après, il faut bien étudier le cas par cas, mais c'est quelque chose tout à fait qu'on envisage de proposer par la suite. Et après, toujours Boris, il peut y avoir plusieurs experts qui administrent un même espace. Oui, tout à fait. En fait, parfois, il peut y avoir des sujets qui sont très pointus où il n'y a qu'un expert ou deux, trois experts. Et parfois, il peut y avoir vraiment des sujets comme, je sais pas, la réponse aux appels d'offres où il y a plusieurs intervenants qui sont experts. Il peut y avoir des référents techniques, des commerciaux, etc. Donc, il peut y avoir vraiment plusieurs personas qui interagissent entre eux pour mener à bien le cas d'usage, la mission. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ces personnes peuvent être déclarées en tant qu'experts d'un espace et du coup, également, gérer la documentation, les sources qui vont avec et également aller répondre aux questions quand il n'y a pas la réponse dans les sources et aller valider ou invalider les réponses données. Donc, oui, tout à fait. En fait, quand on dit qu'on est une plateforme collaborative, c'est vraiment l'humain, il est au centre de la plateforme. Donc, à la fois les experts et les autres utilisateurs, et tout passe par eux. Il n'y a rien qui est manipulé par l'intelligence artificielle. Encore une fois, l'intelligence artificielle est un outil très puissant qui nous fait gagner du temps, et c'est ça avec quoi on équipe les gens. Parce que finalement, les héros de la boîte, ce qui font progresser le savoir-faire, les gens qui travaillent, les gens qui résolvent des études, c'est des humains. Et donc, il faut les équiper pour qu'ils puissent de plus en plus performer au sein de leur mission. Alors, moi, je pense que j'ai... Ah non, il y a encore 3 nouvelles questions. Pardon. Je pense que je les ai faites dans l'ordre inverse, je suis désolé. C'est la première fois que j'utilise cet outil. Donc, Sébastien nous demande aussi, l'IA peut-elle chercher des infos vers des URL externes? Alors, pour l'instant, non. Ça veut dire que l'IA, elle est cloisonnée dans le périmètre sécurisé de l'entreprise. Donc, imaginons EDF, il y a Ask EDF. Il y a un périmètre donc, qui est isolé, qui est sécurisé surtout et qui n'a pas de connexion à Internet. Après, si on se dit que pour un certain cas d'usage ou pour un certain espace, il faut une connexion, on pourrait l'envisager. Mais il faut quand même faire attention parce qu'en fait, notre proposition de valeur, c'est répondre de manière fiable. Donc, les sources sont fiables parce qu'elles sont validées
est gardé au niveau par les experts. Donc, c'est un gage de qualité. Le moment où on ouvre Internet et on va piocher des choses d'un URL externe, ça peut introduire un biais. Donc, on peut en parler, on peut l'envisager, mais il suffit qu'on soit clair sur les contraintes du cas d'usage. Puis, on a derrière toujours, est-ce que l'outil est capable de comprendre une image, un schéma sur un PDF? Oui, tout à fait. En fait, quand il y a un expert qui téléverse un PDF dans sa bibliothèque personnelle et ensuite le partage avec des espaces, tout ce qui est dans le PDF, donc tout le test, il est pris, il est extrait, il est compris par l'IA, et tous les images, schémas et tableaux qui sont dans le PDF, ils sont pris un par un. L'IA le comprend, génère une description, donc ça aussi, ça intègre la base de connaissances. Et du coup, tout ce qui est dans les images, dans les tableaux, dans les schémas, peut être réutilisé par l'IA pour générer, par les assistants, pour générer des réponses. Donc oui, tout à fait. Après, on a une question de Romain. Publier une instance la rend visible pour tous les utilisateurs ou il est possible de limiter à certains utilisateurs? Alors, c'est tout à fait possible. Donc, je vous ai montré au début de la démo, on a le petit bouton publier. Bon, on pourrait se dire qu'un espace, il n'est pas publié. Donc, il y a à l'intérieur 5, 10, 100 experts qui collaborent ensemble, mais l'espace n'étant pas public, il ne peut pas être consulté par des utilisateurs hors la liste des experts de l'espace. Donc, l'espace, il reste non publié, donc non partagé, donc non visible. Et puis, dernière question de Jules, quand est-ce que l'assistant sera disponible et comment peut-on y avoir accès? Alors, l'assistant, il est déjà en production, il y a déjà des experts qui paramètrent leur espace et qui doivent juste le publier, donc c'est prévu très prochainement. En tout cas, Jules, j'imagine que tu es déjà un utilisateur de la plateforme, tu peux t'adresser à notre ingénieur opération qui suit ton compte. Donc, c'est la petite tête que tu peux trouver à la gauche de la page d'accueil qui pourra éventuellement qui pourra parler avec toi et comprendre déjà si tu as besoin d'un espace pour toi, parce que tu es un expert et tu aimerais bien pour ton cas d'usage déployer un espace. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. Donc, lui, il saura prendre ton besoin et pourra te déployer un espace. Par contre, si tu es un utilisateur qui veut consulter un espace, on peut voir déjà si l'espace est en train d'être déployé ou s'il y a un besoin de le déployer. Donc, encore une fois, tu peux faire un petit message à ton ingénieur opération ou également, tu peux me faire un petit message à moi. Moi, je suis toujours ravi d'échanger avec les clients. C'est toujours super enrichissant. Et donc, on peut tout à fait en parler ensemble. Je vois une autre question aussi de Christian. Un agent, un espace. Alors oui, on a dans l'espace, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a des questions, réponses, des experts, des sources et un assistant. Donc, il y a un assistant qui utilise toute la connaissance au sein de l'espace, les sources, les experts et les questions-réponses pour pouvoir générer des réponses. Donc, tout à fait, un assistant, un espace. Romain nous dit, lors de l'ajout d'un document, l'IA l'intègre immédiatement ou il y a un délai. Le délai, c'est juste le traitement du document. Donc, d'habitude, on est autour entre 30 secondes et 1 minute. Après, bien évidemment, ça dépend du document et de son poids. Alors, nous, on peut accepter les documents jusqu'à 500 mégas, qui est déjà un demi-giga, c'est déjà assez costaud pour un document. Après, ça dépend également qu'est-ce qu'il y a dans le document. Si c'est un document où il y a plein d'images, plein de tableaux, plein de schémas, donc l'IA, elle doit mettre quand même un petit effort pour tout comprendre, en fait, ça prendra un peu plus de temps. Ceci dit, ce qui est très important, c'est que notre système, c'est un système asynchrone. Ça veut dire quoi asynchrone? Ça veut dire que si le système était synchrone, je mettais mon document, je devais attendre comme ça la moulinette pour pouvoir l'utiliser, alors que non, pas du tout. Là, on téléverse un document, et même si on ferme la page et on revient 1 heure après, le lendemain, etc., le document, dans le background, il a continué à être processé. Et donc, finalement, quand nous, on revient, on va prendre un café, on revient, 10 minutes après, le document, il est prêt à être utilisé. Donc, encore une fois, ça dépend. Si c'est un petit document, c'est presque instantané. Si c'est un document costaud où il y a plein de contenu, ça peut prendre quelques minutes. Donc, dans ce cas-là,
on vous invite à prendre un café et puis revenir tout de suite. Bon, je pense qu'on a élucidé pas mal de doutes. En tout cas, moi, je reste à votre disposition. Donc, vous pouvez nous contacter. On peut même envisager de passer un quart d'heure, 30 minutes ensemble. Ça se trouve, vous êtes même sur Paris. Il y a des belles journées. Vous pouvez même passer. On est basé à République. Si vous voulez passer, prendre un café et échanger avec nous, rencontrer les équipes, rencontrer notre PDG. Donc, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis au revoir et bonne journée. Et j'espère de vous retrouver lors du prochain webinaire qu'on aura d'ici avant l'été. Bon, je vous remercie tout le monde et passez une bonne journée. Au revoir. Merci pour votre intérêt.